J'ai donc présenté ma candidature à l'élection du maire dans le cadre de la politique que j'ai défendue avec mes colistières et colistiers de la liste Ce nom anticapitaliste pour les luttes des travailleurs et de la jeunesse. La crise du coronavirus et le confinement pendant des mois de la moitié de l'humanité a pleinement confirmé ce que nous disions pendant notre campagne, que le capitalisme mondialisé est en faillite, en fin de course, menacé d'un krach financier et d'une récession que l'épidémie pourrait, nous disions à l'époque, brutalement accélérer. Et le capitalisme, oui, est bien en train de plonger l'humanité dans une crise majeure, bien plus profonde que les crises du passé, de 1929 et de l'après-guerre. La pandémie a été le déclencheur d'un effondrement des échanges internationaux et de la production mondiale encore jamais atteint. Mais contrairement à tous ceux qui voudraient nous faire croire à une cause extérieure, la pandémie n'est pas la cause de la crise de l'économie qui était déjà entrée en récession. Tous les économistes et dirigeants du monde prévoyaient l'imminence d'un krach financier dépassant celui de 2008-2009. Et la pandémie n'est pas plus la cause naturelle de la crise sanitaire. L'épidémie, elle est devenue une catastrophe mondiale parce que partout, en quelques dizaines d'années, la mondialisation capitaliste financiarisée a ruiné les services publics de santé, partout. Les pays les plus riches du monde, qui bénéficient d'une médecine à la pointe du progrès, ont vu s'effondrer leur système de santé. Des milliers de lits supprimés, des postes supprimés dans les hôpitaux publics, l'abandon des politiques de prévention, les budgets de la recherche réduits à peau de chagrin, les stocks de masques, de blouses, de matériel médical négligés. Et c'est cette politique de ruine des hôpitaux publics soumis aux impératifs de rentabilité et de profit qui est responsable des centaines de milliers de morts du coronavirus et de la mise en place brutale d'un confinement moyenâgeux imposé à la moitié de l'humanité. Et les responsables, ce sont les Macron et tous ses prédécesseurs de droite et de gauche qui ont soumis le système de santé aux lois du marché et de la finance, qui ont supprimé 100 000 lits en 20 ans, responsabilité que le gouvernement a tenté de masquer par tous ses mensonges en imposant un climat anxiogène et culpabilisateur pour la population entretenu par la police sanitaire de Castaner. Alors que ceux qui nous gouvernent nous disent que rien ne sera plus comme avant, en fait, ils ont une seule politique, c'est la reprise des affaires. Il faut que la machine à profit redémarre comme avant, avec les mêmes recettes que pour la crise de 2008-2009, verser des milliards aux grosses entreprises sans compter pour éviter l'écroulement, selon les mots de Philippe, tandis que les attaques continuent contre les travailleurs. Les négociations actuelles du plan hôpital, le plan Ségur, sont une véritable mascarade. Les héros en blouse blanche, ils devront se contenter de primes dérisoires et qui ne seront pas versées à tout le monde. Ils devront travailler plus, au-delà des 35 heures qui ne sont maintenant plus un tabou, et il n'y aura pas plus de moyens pour l'hôpital, pas plus de lits, pas plus de postes, mais une réforme de la gouvernance, une refondation de l'hôpital avec une dérégulation des statuts publics, des atteintes au temps et aux conditions de travail. Et le gouvernement, là, a le cynisme de dire aux soignants épuisés que ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais comment on les utilise. Mais pour les multinationales, les grandes entreprises, là, le gouvernement ne compte pas. L'argent magique est bien là pour sauver les profits. L'État leur a accordé 300 milliards d'euros d'aide et l'Union européenne vient de mettre sur la table 750 milliards d'euros, un montant d'aide qui n'a encore jamais été atteint. Aux capitalistes, les milliards, aux travailleurs, les discours sur l'effort national pour une reconstruction de la France. Mais qu'est-ce qui a été détruit? L'appareil de production, les usines n'ont pas été détruits. Ils sont à l'arrêt seulement. Ce qui est bloqué, c'est la production du profit par l'exploitation des salariés. Et c'est ça qui doit reprendre, l'exploitation coûte que coûte, compétitivité oblige. Et les entreprises, pour cela, annoncent déjà des milliers de licenciements dans tous les secteurs. Et le patronat peut bien sûr compter sur le soutien et l'aide de Macron et du gouvernement
pour lancer une vaste offensive contre le monde du travail, qui a déjà commencé, le vol de congés et de RTT pendant le confinement. Des semaines de travail pouvant aller jusqu'à 60 heures ont déjà été votées par ordonnance. Et le gouvernement compte s'appuyer sur les collectivités pour en faire les relais locaux de sa politique de relance au profit des entreprises, de la reprise et en particulier du bâtiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a imposé dans la précipitation le deuxième tour des municipales en juin, sans se préoccuper d'ailleurs de l'accord du Conseil scientifique. Et quand le gouvernement annonçait 7 milliards d'aides à Air France en plein confinement, il n'en lâchait que 2 milliards pour les hôpitaux saturés, débordés, en manque de tout. Alors l'endettement vertigineux de l'État au seul profit des entreprises, ça va se payer. Et ça se paiera par autant de moyens qui n'iront pas aux hôpitaux, qui n'iront pas aux écoles, qui n'iront pas à tous les services indispensables à la population. Et d'ici quelques semaines, et surtout à la rentrée, le secteur de l'éducation y révélera le même état de délabrement que les hôpitaux. Aujourd'hui, tant que les enfants ne sont qu'une poignée à reprendre l'école et que les familles peuvent encore bénéficier un petit peu du chômage partiel, la reprise est relativement tenable, mais le retour de tous les élèves à la rentrée s'annonce déjà comme une catastrophe à cause du manque de moyens, du manque de postes, du manque d'effectifs de personnel de l'éducation nationale, mais aussi des collectivités, du manque de locaux déjà saturés. Et le discours de Blanquer sur la réduction des inégalités scolaires ne manque pas de cynisme. Et il demande déjà aux collectivités de pallier la saturation des écoles en prenant en charge des élèves sur le temps scolaire, en ouvrant des locaux municipaux supplémentaires. Alors Macron et son gouvernement ont été incapables de faire face à la crise sanitaire, dépassés par leur incurie et leur irresponsabilité. Et si le système a tenu, et il a tenu, et en particulier le système de santé, c'est grâce aux salariés, c'est grâce à la population, à tous ceux qui ont pris toutes les initiatives qui ont permis de sauver des vies, organiser la fabrication de masques, de respirateurs, organiser la solidarité alimentaire, sociale, pris en main l'organisation des services dans les hôpitaux, mais aussi de tous ceux qui se sont opposés à la mise en danger dans les entreprises qui continuaient leurs affaires au mépris de la solidarité, de la sécurité sanitaire des salariés. C'est tous ceux-là qui ont trouvé des solutions et se sont organisés pour pallier l'incurie du gouvernement. Alors aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, alors que le patronat et le gouvernement lancent une nouvelle vague d'attaques contre le monde du travail, c'est le regroupement des salariés pour leurs exigences, des augmentations de salaire, des augmentations de pensions et de revenus sociaux, l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, des embauches massives dans la fonction publique et dans le privé pour tout ce qui est utile à tous. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Les milliards que le gouvernement aligne doivent servir à faire face à la crise sanitaire et sociale, à répondre aux besoins collectifs, aux besoins de tous ceux que la crise prive de leur travail. Vous avez vu les chiffres aujourd'hui, 850 000 chômeurs de plus depuis mars, et on atteint le nombre faramineux de 4,5 millions de chômeurs. Alors nos réponses à la crise, elles ne peuvent être que la contestation globale de ce système en faillite pour construire un tout autre monde qui doit passer par l'expropriation des multinationales et des banques, par la création d'un monopole public bancaire pour que toutes les richesses que seuls les travailleurs produisent soient mises au service des intérêts collectifs, sous leur contrôle et sous le contrôle de l'ensemble de la population. Et ces mesures, elles ne peuvent être imposées que par la mobilisation du monde du travail et de la jeunesse, des gilets jaunes déjà cités, par leur organisation, par leur contrôle démocratique sur l'ensemble de la société, à tous les niveaux, local comme national, en toute indépendance des institutions garantes de l'ordre social. Alors si je me suis présentée pour être maire, c'est pour porter ces exigences sociales et démocratiques dans la perspective d'une transformation révolutionnaire de cette société, pour porter les exigences de la jeunesse très présente dans la commune et de la population, pour me faire le relais de leurs révoltes
aider à leur organisation et à leur contrôle démocratique, à la base, partout, sur les lieux de vie, de travail et d'études, avec la conviction que c'est cela le rôle d'une mairie et de ses élus. Merci beaucoup, Madame Ayrault. Madame Ayrault, vous voulez intervenir? Oui, donc la délégation, c'est le fonctionnement de la démocratie communale dans le cadre des institutions. Ce n'est pas ma conception de la démocratie et je voterai contre la délégation d'attribution du conseil municipal au maire, comme je l'ai toujours fait depuis que je suis élue. Il ne s'agit pas d'une question de personne, de défiance vis-à-vis du maire, mais c'est la question du fonctionnement des institutions qui écarte la population de la démocratie directe. Il est bien sûr impossible de réunir le Conseil chaque fois qu'une décision urgente s'impose, mais vu la longue énumération des attributions qu'il s'agit de déléguer au maire, cela va bien au-delà de la possibilité de faire face aux urgences ou aux aléas de la vie de la commune. Ces attributions donnent au maire des pouvoirs qui, à mon sens, mériteraient discussion en amont, comme tout ce qui concerne la réalisation d'emprunts, les procédures judiciaires. J'ai une autre conception de la démocratie, de ce que devrait être et pourrait être une municipalité, gérée directement par les salariés et par la population, au service des mobilisations et des résistances sociales dans la ville et ses alentours. Voilà, donc je vais voter contre cette délégation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Ayrault? Oui, pour ma part, moi, je ne trouve pas normal que l'ensemble des conseillers ne soient pas rémunérés, quelle que soit leur étiquette politique ou les bases sur lesquelles ils ont été élus, pour leur investissement et leur travail d'élu. Pas plus que je ne trouve normal que les salariés que nous sommes, pour un certain nombre d'entre nous, n'aient droit, quand ils ont besoin, qu'à des congés sans solde pour faire leur travail municipal. Alors, cela dit, je continuerai à faire mon travail municipal, comme plein d'habitants de la commune s'investissent dans plein d'activités sociales, sans aide financière pour dégager du temps. Et je continue à défendre l'idée que tout élu politique, quel qu'il soit, ne devrait gagner que le salaire équivalent à celui d'un ouvrier qualifié, jamais plus, sans cumul donc de rémunération et avec révocation à tout moment. Je vais donc m'abstenir sur cette délibération. D'accord.